fois la deuxième partie, Territoire d'info, avec comme invité politique en direct sur ce plateau ce matin, Guillaume Larrivé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LR de Lyon et vous êtes secrétaire général délégué des Républicains. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin pour vous interroger avec moi. Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour. Oriane, spécialiste politique. Et Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé. Merci d'être avec nous. Vous êtes député, je le disais. Édouard Philippe doit présenter devant l'Assemblée nationale le sens politique qu'il donne à cette consultation. Un exercice d'équilibriste devant des députés qui attendent des propositions concrètes pour pouvoir débattre. Mais justement, il n'y aura pas de vote. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas de vote, vous, en tant que député ? C'est une question qui peut se poser, mais qui, honnêtement, est un peu secondaire, de savoir si on va voter ou pas cet après-midi. Le vrai sujet, Cyril Viguier, c'est de savoir si on va enfin arrêter de tourner en rond. Parce que ça fait des mois mais un vote que pourrait dans cette le permettre. pauvre Assemblée nationale, une confirmation on tourne en ou pas. rond. C'est le grand débat, une espèce de blabla permanent. Bon, hier, j'ai écouté, comme vous, le Premier ministre qui dit que l'eau bout à 100 degrés, au fond. Il dit, oui, il y a une exaspération fiscale dans le pays, c'est ce que nous a appris le grand débat. Ok, d'accord. Enfin, comme député depuis maintenant 7 ans, c'est ce que tous les jours, ou presque, j'entends sur le terrain, et c'est ce que la lecture des grands indicateurs économiques et fiscaux me montre. Oui, il y a en France un excès de prélèvements obligatoires. On a le record de l'OCDE. Oui, il y a en France un excès de dépenses publiques. Oui, il y a en France un excès d'endettement public. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a dit que donc l'eau bout à 100 degrés, il serait peut-être temps d'agir. Et donc ce que j'attends concrètement, Oriane Mancini, du Premier ministre et du gouvernement, c'est qu'ils présentent à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative avec un programme de baisse d'impôts et un programme de diminution des dépenses publiques. Et s'il n'a pas d'idées, on les a, puisqu'on a produit, nous les Républicains, un petit livret qui s'appelle Le temps de l'action, qui explique très concrètement ce que nous ferions. Donc c'est un débat pour rien aujourd'hui, voilà. Non, mais ça va être un débat. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut un projet de loi de finances rectificative, un plan de baisse d'impôts, un plan de dépenses publiques pour enfin sortir de ce marasme. Mais reconnaissez que c'est quand même ce qu'a dit Édouard Philippe hier. Baisse d'impôts, baisse des dépenses publiques. Ça va dans votre sens, ce qu'il dit. Non, mais attendez. Il y a, si j'ose dire, la couleur de l'emballage et il y a le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, encore une fois, lorsqu'il dit il y a une exaspération fiscale, ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on entre dans le concret. Et allons-y. Baisse de l'impôt sur le revenu des classes moyennes. Nous proposons une diminution de 10% de l'impôt sur le revenu. Faisons-le. Il y a un sujet retraité. Nous proposons de réindexer les pensions de retraite sur la hausse des prix, parce qu'il y a aujourd'hui 2 retraités sur 3 qui ont subi en réalité une diminution de leurs revenus du fait des mesures adoptées par M. Macron. Troisième aspect des mesures que nous proposons, on propose de mieux revaloriser le travail par rapport à l'assistanat en conditionnant l'attribution du RSA à quelques heures de travaux d'utilité collective. Voilà, ce sont des mesures qu'on propose depuis des mois, depuis des années à certains égards. Faisons-le vraiment et sortons de cette espèce de débat nombriliste par lequel la majorité macroniste parle à la majorité macroniste. Sur la fiscalité, vous ne faites pas confiance à Gérald Darmanin qui vient de votre famille et qui finalement a des idées assez proches des vôtres. Non, mais c'est pas une question de faire confiance, pas faire confiance, etc. Il faut regarder les résultats. Ce que je constate, c'est que les dépenses publiques en 2018, elles ont augmenté. Certes, il y a une inflation de 1,8%, alors du coup, en volume, elles sont quasiment stabilisées, mais elles ont augmenté, et elles ont augmenté plus que sous François Hollande. Ça, c'est une réalité concrète. Ce que je constate aussi, c'est que le gouvernement actuel a diminué de seulement 6200 postes le nombre des fonctionnaires de l'État. C'est 10, 15 ou même 20 fois moins qu'il y a une dizaine d'années. Voilà. On nous a vendu, si vous voulez, une espèce de transformation vigoureuse de l'économie, des dépenses publiques. Et en réalité, au bout de 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et je le dis vraiment sans m'en réjouir. Je ne tiens pas un discours d'opposant systématique. Pour la France, moi, je suis assez attristé. Je suis attristé de voir qu'aujourd'hui, on a le pire déficit public de la zone euro. On fait moins bien que l'Italie. Je suis attristé de voir que le déficit commercial s'est encore creusé l'année dernière. Et je constate que la dette publique continue à croître comme une herbe folle. Sur la question des institutions, j'ai vu que vous aviez déposé une proposition de loi il y a quelques années pour la réduction du nombre de parlementaires d'un tiers, la suppression du Conseil économique et social. Vous étiez un gilet jaune avant l'heure ?
Peut-être. Et le Sénat dans tout ça. Dès 2013, vous avez raison d'être attentif, c'est un travail d'archéologie parlementaire. Dès 2013, à peine élu à l'Assemblée nationale, j'avais en effet proposé un certain nombre d'évolutions assez fortes pour redonner du muscle à la Ve République. Je crois que les choses se sont d'ailleurs considérablement aggravées depuis, parce qu'on est tombé dans une espèce de présidentialisme égocentrique qui est assez effrayant. Moi, je suis effectivement favorable à un certain nombre d'évolutions institutionnelles pour retrouver l'esprit initial de la Ve. L'esprit initial de la Ve, ça veut dire absolument, ça veut dire un président qui préside, en charge de l'essentiel, un gouvernement qui gouverne vraiment, qui ne se contente pas de blablater, mais qui gouverne sous le contrôle et avec le concours d'un Parlement libre et solide. Et dans ce Parlement libre et solide, il faut évidemment un Sénat. On est ici au Palais du Luxembourg. Le Sénat, sous la présidence active et intelligente de Gérard Larcher, démontre chaque jour qu'il n'est pas seulement un contre-pouvoir, mais bien un pouvoir de l'État au service des Français. Un mot sur les 80 km/h, puisque Édouard Philippe en a parlé hier dans son discours. On a senti une forme de mea culpa, pas sur le fond, mais peut-être plus sur la forme. Est-ce que vous lui demandez d'y renoncer et de suivre le vote du Sénat qui demande de déléguer l'adaptation au président du conseil départemental? Sauver des vies, a-t-il dit. Moi, je suis sûr qu'Édouard Philippe a été plein de bonne volonté lorsqu'il a pris cette mesure, et je ne lui en tiens pas grief en soi. Simplement, je pense que son raisonnement est un raisonnement hyper technocratique, parce que trop centralisateur, trop national. Ce que je crois vraiment, c'est que ça serait raisonnable de confier la définition des vitesses sur les routes de cette nature, les routes départementales ou un certain nombre de routes nationales. Il faudrait confier la définition de ces vitesses à un couple préfet, président de conseil départemental. Il faut renvoyer vers les réalités de terrain, vers les responsables de terrain. La définition, vous avez des créneaux où c'est bien de rouler à 90. Il faudrait faire un code de la route par département. Alors mais non, ce n'est pas du tout ce que je vous dis, monsieur. Je vous dis que, par exemple, entre Auxerre et Courson-les-Carrières, c'est plutôt au préfet de Lyon et au président du conseil départemental de Lyon de savoir si on doit rouler à 90, que je pense, plutôt qu'à 80. Ce n'est pas, de mon point de vue, au Premier ministre de fixer cela. Ça fait longtemps, là aussi, qu'on dit ça. On a besoin de déconcentrer la décision publique. Le gouvernement et le Parlement doivent se concentrer sur les grands sujets. Sur les sujets de proximité, on a des autorités locales, on a des préfets, on a des présidents de conseils départementaux. Je pense qu'il faut être plus près du terrain sur ces questions de 80 km/h, comme sur bien d'autres sujets. Guillaume Larrivé, député LR de Lyon, on l'a bien compris, avec ce 80 km/h, secrétaire général délégué de LR et notre invité politique ce matin. La campagne des européennes, est-ce que vous souhaitez que Nicolas Sarkozy intervienne à un moment donné et soutienne la liste menée par François-Xavier Bellamy? On n'entend pas l'ancien président de la République. Il fera ce qu'il veut, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la nouvelle équipe de la droite nouvelle fait des propositions nouvelles pour la France de 2019. Je ne suis pas nostalgique. Voilà. Cela dit, il y a des contributions qui sont très utiles. J'ai lu, par exemple, avec beaucoup d'intérêt, les contributions très sages, avec beaucoup de hauteur de vue du président Valéry Giscard d'Estaing récemment. Giscard d'Estaing est président d'il y a près d'un demi-siècle. Dans le point, d'ailleurs. Avec beaucoup de hauteur de vue, il dit notamment que le sujet numéro un, de son point de vue, c'est l'immigration. C'est l'immigration. Mais justement, il est intervenu et pas Nicolas Sarkozy. Déséquilibre au fond le continent normal européen. On a des échanges avec un certain nombre d'anciens présidents de la République ou d'anciens premiers ministres. Il y a aussi Édouard Balladur qui est souvent consulté. Vous esquivez un peu sur Nicolas Sarkozy. Alors on l'entend pas, mais on le voit. On l'a vu notamment aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une image qui a fait du tort à votre famille en pleine campagne européenne? Non, mais il fait ce qu'il veut. C'est un ancien chef de l'État. Il s'exprime. Voilà. Mais nous ne sommes pas sous tutelle, si vous voulez. On n'est pas figé dans une espèce de nostalgie. J'ai servi avec ardeur dans ses cabinets Nicolas Sarkozy. Mais nous sommes en 2019. Quand vous parliez de présidentialisme égocentrique, c'était par les années 2007-2012. Le monde continue. Nous ne sommes pas figé dans la nostalgie. C'est pour la France d'aujourd'hui et de demain que la nouvelle droite doit proposer des solutions. Sur l'immigration, effectivement, c'est la tête du programme de François-Xavier Bellamy. C'est les 20 premières propositions que porte François-Xavier Bellamy. Donc ça veut dire que vous candidats. considérez que ça va se jouer sur cette question, principalement. Mais c'est pas une question de jeu. Je voudrais un éclaircissement, parce que dans le débat jeudi dernier sur France 2, Jean-Christophe Lagarde a dit « Vous allez rétablir des postes frontières ». François-Xavier Bellamy a répondu « Fake news ». Alors qui a raison? Bon, alors d'abord, de double frontière. Oui, mais bon, d'abord, c'est pas un jeu. Ce qui est en cause, c'est vraiment l'intérêt national. On fait pas un
programme pour jouer, on fait un programme parce qu'on veut dire ce qui nous paraît essentiel pour l'intérêt de la France. Deuxièmement, cette question de la maîtrise des frontières, elle est pour nous vitale. C'est vraiment la vie du pays qui est en jeu. On pense qu'il faut définir en effet une double frontière. Ça veut dire à la fois une politique nationale de réduction de l'immigration et une coopération européenne pour arrêter mais quand on parle l'immigration de de postes masse. frontières, moi le Lillois, ça me parle parce que j'ai connu des postes frontières entre et l'île et la bien évidemment, on n'est pas assez stupide pour proposer de mettre des douaniers sur le pont de Quel Ressortez vos passeports, à Strasbourg. Tout ça n'a évidemment aucun sens. C'est pas le sujet. C'est un certain nombre de patrouilles mobiles. Ils sont déjà possibles. C'est la pérennisation d'un certain nombre d'actions. C'est des fichiers de police mutualisés. C'est une organisation de Frontex qui permet à la fois de sauver des vies et de ramener vers les pays du sud de la Méditerranée des personnes qui voudraient entrer illégalement sur le territoire européen. C'est tout ça que ça veut dire. C'est pas débarbeler sur le pont de Quel, évidemment. Et je vois dans le programme également, vous prenez, enfin LR prône effectivement d'aller neutraliser les bateaux donc en Libye, au Maroc, mais comment vous faites ? Je pense qu'il faut, avec beaucoup d'ambition, définir une vraie politique euro-méditerranéenne. Ça ne se fera pas dans les 5 secondes, mais je trouve que c'est vraiment un enjeu qui est complètement sous-estimé. Oui, mais il y a des modalités pratiques, ce que dit Hervé Favre. Il y a des modalités pratiques. Vous faites comment ? Parce que ça, vous restez dans l'empirique, là. Le Conseil européen avait déjà pensé, il y a quelques années, à aller neutraliser les bateaux sur les côtes libyennes. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Voilà, pratiquement, attendez, vous faites si on comment ? dit C'est que quoi vos rien n'est propositions ? possible, on arrête de faire de la politique, on va faire de la mais il faut peinture sur montrer soi. comment c'est Voilà, C'est notre activité. Voilà. La perspective qu'on dresse, c'est de dire on a un enjeu euro-méditerranéen. On ne se satisfait pas d'une situation tragique qui consiste quand même à enregistrer passivement chaque jour des morts. Il y a des noyés quasiment chaque jour dans la Méditerranée parce que le système d'immigration est complètement dérégulé pour le malheur de ces personnes. Donc ce qu'on propose, c'est à l'échelle euro-méditerranéenne, en effet, un nouveau système qui impliquerait que les bateaux soient raccompagnés vers la rive sud de la Méditerranée et que sur la rive sud de la Méditerranée, on ait des centres internationaux d'accueil des migrants, d'accueil temporaire. C'est un autre système, c'est un système multilatéral très volontariste que nous proposons, qui supposerait en effet que l'Europe soit dirigée, une majorité qui supposerait, en Europe, oui, mais qui supposerait aussi que le président de la République française, là aussi, sorte des discours évanescents et se mette un petit peu au travail. Et une bonne coopération avec l'Italie aussi à ce moment-là. Mais bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a tort d'insulter les gouvernements italiens, les gouvernements hongrois et d'autres. On a besoin en Europe de travailler de manière sérieuse avec nos partenaires européens. Je le dis pour le socialiste espagnol comme pour le gouvernement à la fois nationaliste et même parfois un peu d'extrême gauche, les deux, de l'Italie. On a besoin évidemment de travailler avec des partenaires. Moi, c'est ça que j'aimerais, qu'on ait la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, notamment, ces quatre-là, qui travaillent vraiment avec les États de la rive sud de la Méditerranée pour régler ces questions. On ne va pas traiter ça par des tweets. On doit avoir une vraie initiative euro-méditerranéenne. Pour le coup, Nicolas Sarkozy en avait une intuition il y a une dizaine d'années. Pour des tas de raisons, ça n'a pas fonctionné. Mais il est temps de reprendre ce chantier euro-méditerranéen. C'est un enjeu majeur de l'élection européenne. Un mot sur les sondages. La campagne, François-Xavier Bellamy, après une remontée, stagne dans les sondages à 13-14%. Est-ce que pour vous, La République En Marche et le Rassemblement National sont irrattrapables ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne va pas s'enfermer dans un duo ou dans un duel entre d'un côté les macronistes et de l'autre ceux qui sont les tenants d'une sorte de brutalité extrémiste. Nous proposons avec Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy et toutes celles et tous ceux qui sont candidats aux élections européennes sur notre liste, les Républicains, avec aussi Hervé Morin, le président des centristes, nous proposons un autre chemin. Les sondages, vous l'avez dit, ils étaient très mauvais au mois de décembre. On nous donnait à 8, c'est tout juste si on ne nous disait pas allez, prenez votre retraite, allez faire autre chose. Bon, aujourd'hui, on est à 13, 14. Moi, je suis persuadé qu'on sera au-delà. J'observe d'ailleurs que... Au-delà, c'est combien ?
on ne va pas se fixer comme ça là tout de suite, mais voilà, 15, 16, 17, voilà, il faut aller au-delà. On a vocation, peut-être encore au-delà, on a vocation évidemment dans les semaines qui viennent à montrer aux Français qu'on a des propositions. On n'est pas condamné à subir les incantations de M. Macron ou le discours quand même hyper dangereux de ceux qui plus ou moins sont partisans du Frexit. Et je voudrais dire d'ailleurs à votre antenne, là aussi il faut que Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan sortent de l'ambiguïté. Ils nous disent ils veulent rétablir la souveraineté monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'euro, ça veut dire rétablir le franc, ça veut dire dévaluer, ça veut dire produire de l'instabilité, produire des faillites d'entreprises, diminuer l'épargne des Français. Madame Le Pen a beaucoup évolué sur la question. Elle ne parle plus de sortir ni de l'euro ni de l'Europe. C'est bien ce que je dis. Elle parle de rétablir la souveraineté monétaire. Bon, en français courant, ça veut dire sortir de l'euro. La vérité, c'est qu'elle est totalement nulle sur les questions économiques, qu'elle n'y connaît absolument rien, qu'elle pagaille beaucoup et que globalement quand même, elle a toujours ce projet de sortie Mais de comment l'euro. vous expliquez qu'elle est si haute dans les intentions de vote, dans les sondages, qu'elle est recouvrée au fond depuis la présidentielle, l'essentiel de son électorat? Elle était, à l'évidence, sur l'affiche du second tour de la présidentielle de 2017 et dans un pays déchiré, fracturé, inquiet, préoccupé, évidemment que son discours continue à attirer des gens qui sont désespérés. Eh bien, nous, notre job, c'est de montrer qu'il y a un autre chemin. On va peut-être pas y arriver, mais moi je pense qu'on peut convaincre. On peut convaincre parce que vraiment ma conviction, c'est que les Français, ils voudront sortir de ce duel, de ce duo qui est une impasse pour eux. Une minute. Un mot sur l'affaire Benalla, puisque le parquet a ouvert hier deux enquêtes, dont une pour faux témoignage à l'encontre d'Alexandre Benalla, Vincent Kras et Patrick Stroda. Est-ce que c'est le signe que le Sénat a eu raison de transmettre ces dossiers à la justice? Mais bien sûr, le Sénat était totalement dans son rôle. L'Assemblée nationale macroniste avait été pitoyable dans cette affaire comme dans bien d'autres. Maintenant, c'est le temps de l'autorité judiciaire. Voilà, j'ai pas d'autres commentaires. Il faut vraiment que la justice passe et qu'on en sorte de cette affaire Benalla. On m'interroge à chaque fois que je viens à Public Sénat sur l'affaire Benalla. Voilà, vous avez raison, vous avez vous totalement raison. Vous tombez en pleine Il faut qu'on en actualité. sorte et vraiment que la justice passe, punisse ceux qui doivent l'être. Merci beaucoup, Guillaume Larrivé, Merci à vous. secrétaire général délégué des Républicains, d'avoir été notre invité politique. Merci Hervé Favre de La Voix du Nord, Oriane Mancini de Public Sénat. On passe au débrief de l'actualité avec Yves Tréhard et Denis Jambard dans un instant. Voilà, Guillaume Larrivé quitte ce plateau, font leurs entrées. Le toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Je suis Tréhard. observateur. Bonjour Cyril, bonjour Denis, bonjour à tous. Et Denis Jambard, qui est toujours éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Cyril, bonjour Yves, bonjour à tous. Je ne demande pas de réponse à ce que je dis. Bien, messieurs, merci d'être là ce matin. On démarre avec ce Premier ministre, Édouard Philippe, qui doit présenter aujourd'hui devant l'Assemblée nationale le sens politique, au fond, qu'il donne à cette consultation. Un exercice d'équilibrisme, d'autant plus qu'il n'y a pas de vote à l'arrivée. Donc c'est quoi un exercice c'est quoi? C'est de la pédagogie, Yves Tréhard, qui va faire le Premier ministre, une fois de plus? Non, moi je suis pas dans ce registre-là et quand je l'ai écouté hier, je me suis dit qu'il s'engageait. Oui, mais il n'y a pas de vote, il n'y a pas de sanction de Oui, l'Assemblée, non, il n'y a mais rien. il s'engage sur sa parole et je vais vous expliquer pourquoi. Il dit il faut moins d'impôts, moins de dépenses publiques et il faut faire ça vite, sans frilosité. Il met le président de la République au pied du mur. Si le président de la République ne fait pas ce que le Premier ministre lui dit, le Premier ministre va partir, démission, crise politique. Ça, c'est votre interprétation. Mais ça va être le cas. Intéressant. Ah oui, c'est la droite qui est en train de gagner au gouvernement là. Avec Darmanin, avec Le Maire, avec Le Cornu, tout ce discours à caractère fiscal, Vous voulez c'est un dire, il a discours de droite. fléché, il C'est a ce que fléché. M. Larrivé souhaiterait faire aussi. Il a fléché ce que le président de la République doit faire. Évidemment, il a pris 20 minutes pour le faire, là où le président de la République met 7 heures. J'aime bien la fraîcheur d'Yves, politique d'Yves, comme si c'était une nouveauté sans l'entendre depuis 20 ans. Mais une chose, parce que avant, c'est sur l'intervention que Yves a eu l'air d'apprécier par son contenu, c'est que mettre 3 mois de grand débat pour découvrir 4 exigences, à commencer par en effet la question de l'overdose fiscale, du ras-le-bol fiscal. Franchement, ça traduit une méconnaissance des Français incroyable. Ça fait 10 ans, 15 ans que les sondages nous disent ça. Ils n'avaient qu'à regarder les sondages et puis agir et pas perdre 2 ans pour agir.
Ça fait 2 ans qu'on perd Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on n'a pas un budget à l'équilibre. Alors vous savez, on peut attendre encore 6 mois. Hein. Ah bah d'accord, mais en raisonnant comme ça, on peut attendre que la France tous ceux qui disparaisse critiquent l'ont de jamais la scène fait. européenne. Tous ceux qui critiquent, y compris la personne qui vous précédait sur ce siège, je veux dire, la majorité dans laquelle il était, personne ne l'a fait. Personne n'a baissé la dépense publique et baissé les impôts. Oui, mais c'est exactement ce que le chef de l'État a annoncé avant même d'arriver au pouvoir. C'est pour ça qu'ils ça fait 2 ans qu'il ne le fait Ils pas. s'y mettent, les autres n'ont Et pas donc fait. il a fallu qu'il le redécouvre après 4 mois de débat. Ah oui, mais Voilà. non, mais le débat, vous savez très bien que le débat avait un côté. Le débat relevait de la psychiatrie, de toute manière. Dans notre pays immature, complètement schizophrénique, il lui fallait un peu de thérapie. Non, je crois pas. Simplement, je pense qu'il fallait faire fonctionner la démocratie représentative qui est en train de reprendre ses droits. On a fait 4 mois de démocratie directe pour arriver à des évidences. Pour se rendre compte que les gilets jaunes étaient moins bons que les députés. Pour constater que les gilets jaunes étaient moins bons que les députés. Je crois que vous l'aviez dit d'ailleurs la semaine dernière. Ah ouais. Les gilets jaunes, on les aura encore tous les week-ends, etc. Parce que tout ça ne va pas les satisfaire. Ils ne peuvent pas être satisfaits par quoi que ce soit. L'interprétation politique, ce qui se passe par Yves Tréhard m'intéresse. Poursuivons. Vous voulez mais dire il est intéressant, vous savez, tous les jours. Vous voulez dire que le président de la République, il n'était pas... j'allais dire, au courant de ce que le Premier ministre... Non, mais il a plaqué au mur, là. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec Yves. Non, mais on va voir. Peut-être que le Premier ministre est parti en service commandé avec l'aval du Président de la République. Voilà, d'accord. Mais une autre interprétation, on va le voir très vite, une autre interprétation, c'est de dire que, même s'il n'y a pas de fâcherie entre eux, si vous voulez, la lecture des solutions à donner par le Premier ministre, c'est celle-ci. Et peut-être que le président de la République va se dire moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. À ce moment-là, changement de Premier ministre, changement de cap. Voilà, changement de Premier ministre, changement de cap. Non, mais si vous voulez, en ce moment, on est entre virage social, ce que lui demande une partie de sa majorité présidentielle, ou tournant, j'allais dire, presque libéral. C'est l'un ou l'autre. Là, je suis d'accord avec Yves. Je suis en désaccord sur ce déblabla auquel on a assisté. Mais là, je suis d'accord avec Yves. Je pense qu'on est à un moment crucial du quinquennat. Et extrêmement délicat, pas pour Édouard Philippe, pour Emmanuel Macron. Parce que qu'est-ce qui se passe? S'il se sépare de ce Premier ministre, c'est la fin du en même temps. C'est la fin de son concept politique. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec avec une majorité totalement cassée en deux. Et à mon avis, on va à ce moment-là vers ce que Yves prévoyait la semaine dernière et point d'analyse sur lequel je suis d'accord, on va vers des élections législatives anticipées. Bien sûr. Bah oui. Et d'ailleurs, ça serait moi, je souhaite sincèrement que le président de la République reprenne les propos du Premier ministre hier. Je pense que c'est la solution à adopter. C'est là que j'aime la fraîcheur d'Yves. Vous voulez dire qu'il croit encore aux promesses politiques. Vous voulez dire qu'il ne peut pas faire sans Édouard Philippe s'il veut continuer d'attacher, au fond, une partie de la droite à la fin de son quinquennat. Mais il y a d'autres personnalités à droite qui pourraient devenir Premier ministre. Si Édouard Philippe, c'est fini, c'est terminé. Regardez Sébastien Lecornu qui a animé le débat. Sébastien Lecornu partira avec Édouard Philippe. Riester partira avec Édouard Philippe. Le maire partira avec Édouard Philippe. Darmanin partira avec Édouard Philippe. Parce qu'on a quand même assisté à une très grosse offensive. Là, il y a une offensive de tous les de la droite. C'est-à-dire des soutiens d'Édouard Philippe à l'intérieur du gouvernement Bien sur sûr. la question fiscale. Bien sûr. Et c'est un motif de rupture. On a même vu une interview où politiquement. Darmanin et le maire étaient ensemble pour répondre sur cette question. Donc c'était un geste politique. C'est un motif de rupture capital et essentiel, je dirais. Mais si on prend la philosophie politique du président de la République, il a la même. Mais simplement, il a aussi dans sa majorité des députés, des sénateurs qui viennent d'ailleurs pour quelques-uns et pour beaucoup de la gauche et qui, eux, ne sont pas sur ce discours-là, pas nécessairement, si vous voulez. Eh bien oui, mais là, c'est là la majorité composite, le et le en même temps, le et de droite et de gauche. Pris dans la tenaille du en même temps. Pris dans la tenaille, finalement, c'est les gilets jaunes qui l'interprètent. Alors, est-ce que, parce que, après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi faire du détail. C'est-à-dire que vous baissez les impôts, ou vous baissez les impôts, et vous réduisez la dépense publique, ou vous la dépensez, ou vous la réduisez. Et en même temps, là. Ben oui, parce qu'il faut aussi apporter une réponse aux Gilets jaunes. Comme chacun sait, les Gilets jaunes, c'est pour beaucoup d'entre eux des gens qui travaillent, mais des gens qui ont des revenus modestes. C'est la France populaire
qui demande à être bien considéré. Et ça, il faut lui apporter des réponses à ça. Denis Jean-Marc, vous oubliez juste une chose au milieu de tout ça, il y a des élections européennes qui arrivent. Bah oui, mais c'est aussi sans doute le calcul du chef de l'État. C'est l'enjeu, qui est d'ailleurs pas du tout un enjeu européen aux yeux des participants. On l'a bien vu dans ce débat lamentable de jeudi dernier. Avec les 12 candidats. Incroyable de voir ces 12 personnes, enfin même le principe de l'émission. Ce que vous voulez dire, c'est que... western. Ce que vous voulez dire... Non. Mais messieurs, ce que vous voulez dire, c'est que le grand débat peut télescoper au fond les élections européennes. Il ne faut pas se tromper. Oui, vous dites oui. Mais bien sûr. La réponse au Mais grand derrière débat... tout ça, c'est dans les européennes, c'est le rapport de force politique nationale de 2017 qui est en cause et que le chef d'État essaie de préserver. Alors si la Son République en enjeu, marche... c'est de maintenir son calcul. Oui. Je gouverne avec 20 et 25%. Si la République en marche fait un score aux européennes, Non, mais ça rend caduque votre analyse. La réponse au débat, ça sera le contenu de la campagne des européennes. C'est-à-dire moins de dépenses publiques, moins d'impôts. C'est la quadrature du cercle sur laquelle... Rien à voir avec l'Europe. Si, d'une certaine façon, si, parce qu'on retrouve le pacte de stabilité. Je vous rappelle quand même que l'Europe veut, au terme du pacte de stabilité à Bruxelles, pour les Français, on connaissait que c'est compliqué à comprendre. Et même zéro. Je vous rappelle aussi qu'on avait fixé le chef de l'État. Alors, il devait tenir toutes ses promesses. Il avait fixé 0% au terme de son quinquennat. Messieurs Darmanin et Le Maire ont dit 1-2. Donc il avait fixé moins 120 000 fonctionnaires. Monsieur Larrivé l'a dit tout à l'heure, on est à 6 200, il va falloir en faire beaucoup. Ça ne va pas être simple. Là aussi, ça risque de provoquer beaucoup de tensions dans la fonction publique. En fait, le chef de l'État est face à cette quadrature du cercle qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à résoudre. On est un pays dans lequel la solidarité joue un rôle considérable, la redistribution considérable, l'État mama, comme disait Claude Imbert, une place considérable, et personne n'a jamais réussi à conjuguer vraiment la baisse des impôts et la baisse des dépenses publiques. Voilà. Il est là le sujet. Mais donc ça va être le thème de campagne de la République en marche, enfin du président de la République en tous les cas. C'est assez clair. En tout cas, ça a montré ça. L'intervention du Premier ministre hier, que dans ce pays, comme d'habitude, c'est le chef de l'État qui décide de tout. De toute manière, il ne peut pas faire autrement puisque son électorat est un électorat de droite au président de la République. Il a perdu la gauche. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Toujours. Merci. Toujours et encore. Et Denis Jean-Marc. À bientôt. Éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Merci messieurs. On passe dans un instant au Zap Matin de Christophe Combarieuse qui s'est passé dans les matinales d'infos chez nos confrères ce matin, mais également dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier au soir. On regarde ensemble. On se retrouve après. À tout de suite. Il fallait un écrin de choix. La nef du Grand Palais, pour abriter une restitution très attendue. Nous avons tous conscience ici que cette synthèse est forcément justement ça, une synthèse. Et qu'elle n'a pas l'exhaustivité comme objectif. Les Français en ont marre qu'on les convoque pour avoir des grands débats qui sont en fait des grands-messes, pour entendre le catéchisme et pour entendre monsieur Édouard Philippe qui va à confesse et à l'arrivée, rien n'est décidé. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. C'est une lucidité qui n'a que trop tardé et qui nous a coûté assez cher. Quel sujet d'étonnement quand même, je le partage vraiment avec vous, que le gouvernement ait eu besoin de ce grand débat qui a coûté 12 millions d'euros, qui a duré plusieurs mois, de ce grand débat pour savoir que les Français payaient trop d'impôts. Il suffit d'échanger avec les Français et il suffisait de le faire, par exemple, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron pour comprendre qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol fiscal auquel il est urgent de mettre un terme. On est passé de la phase de consultation à la phase de restitution.
L'objectif de cette semaine, c'est de dire en gros aux Français, je vous ai compris. Ensuite, il va falloir décider. Il va falloir une semaine entière pour leur dire j'ai compris. Écoutez, s'il n'y a pas de la justice sociale, s'il n'y a pas de la justice fiscale, il n'y a pas de sortie positive de ce grand débat possible. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant qu'on prenne le temps de discuter des solutions. La CFDT avec d'autres a fait des propositions autour d'un pacte social et écologique. J'espère qu'on sera entendu. Ça démontre un petit peu le grotesque et la supercherie de ce que nous fait ce gouvernement sous la houlette de M. Macron depuis 5 mois. Donc depuis 5 mois, le pays n'est pas gouverné, il n'y a pas de décision, c'est le chaos tous les samedis. Chaque chose en son temps, comme l'a dit le Premier ministre, il ne faut pas traiter tout cela avec mépris. Là, c'est le temps de la restitution aujourd'hui. Et évidemment, il y aura le temps de la réponse politique. En tout cas, sachez qu'on y travaille. C'est comme en amour. Hein. Il n'y a pas de beaux discours, il n'y a que des preuves d'amour. Mais depuis bientôt 2 ans, ce gouvernement, il a engagé ces baisses d'impôts. Ça n'a pas été suffisamment ressenti, ça n'a pas été suffisamment vu. Il ira plus loin. Donc, il faut qu'il aille plus loin. Si les bonnes décisions ne sont pas prises, il peut perdre la maîtrise de son quinquennat. Et ça veut dire quoi, perdre la maîtrise de son quinquennat ? Ça veut dire créer une telle déception que la colère, en réalité, ressurgisse sur la scène publique. Voilà le Zap Matin de Christophe Combarieux qu'on retrouvera en fin d'édition. Voilà, 3e partie, Territoire Sénat. Dans un instant, on s'y retrouve. À tout de suite.